Nous allons passer à la suite du programme avec la thématique énergie solaire et société. Et on va commencer par les projets citoyens. Je vais donc appeler l'animatrice qui est Christine Blondel, Sud Paris Soleil. La voilà. Et est-ce qu'on peut avoir la liste des participants, hein? Sinon, je la demande. Hein. Donc les participants à la table ronde, c'est Gallus Cadonneau. Est-ce qu'il peut monter à... Ah ben ça y est. Ben donc je vous laisse la... Merci. Merci bien. Oui, donc moi je suis Christine Blondel, je suis cofondatrice de la coopérative solaire citoyenne Sud Paris Soleil, dont sont membres le département du Val-de-Marne et les villes de Cachan, Arcueil, Fresnes, Villejuif, et j'en oublie encore une, et des associations locales sur les mêmes villes plus Antony, et de à peu près 200 sociétaires citoyens individuels. Voilà, alors l'objectif de cette table ronde, c'est de présenter divers modes d'engagement des citoyens dans le développement de l'énergie solaire. Alors vous allez avoir des exemples concrets. Également, alors ces engagements évidemment peuvent être à la fois individuels, enfin ils peuvent être individuels ou collectifs, et nous verrons les deux types d'engagements, individuels ou collectifs. Quel est l'état des lieux et quelles sont les perspectives? C'est un petit peu ça les questions que nous allons traiter au cours de cette table ronde. Et bien sûr, c'est aussi dans la perspective de l'appel final de ce colloque, à savoir aux actes citoyens. Et c'est tout. Oui, moi, bon, citoyens et citoyennes. Citoyen.es. Alors moi, j'avais une diapo sur les divers moyens, je ne sais pas si elle y est. Non, bon, bah, c'est pas grave. Alors, je vais le dire oralement. Moi, j'avais listé sur une diapositive les différents moyens. Ça n'est pas du tout une liste exhaustive, bien sûr. Un des premiers, c'est de se fournir en électricité chez Enercop. Un deuxième moyen, c'est d'investir une partie de son épargne chez Énergie Partagée Investissement. Ça, c'est très facile, c'est individuel. Un troisième moyen, encore individuel, c'est de réaliser une installation solaire PV chez soi. Et là, nous aurons SolarCop à titre d'exemple. De partager, ensuite, on passe au collectif, de partager son action avec d'autres citoyens dans un projet citoyen collectif. Et là, nous verrons le réseau Énergie Partagée qui fédère l'ensemble de ces coopératives. En général, ce sont des coopératives, même si ce sont des sociétés SAS, elles sont régies par un type de statut qui est celui des coopératives. Et les centrales villageoises, donc les deux réseaux essentiels de projets citoyens en France. Et enfin, de soutenir ou de participer à des mouvements collectifs de défense d'une vraie politique environnementale et énergétique. Et là, nous aurons un exemple avec l'Agence solaire suisse. Un dernier point qui est très important dans ce type de projet, ça a été effleuré ce matin à la fin par le président de la société Carbone, c'est la sensibilisation, et j'ai bien aimé le mot acculturation, plutôt que le terme qu'on emploie en général, qui est acceptabilité, et qui est un petit peu péjoratif. Acculturation est beaucoup plus positif. Et donc sensibilisation, action pédagogique envers aussi bien les enfants, les jeunes et les adultes de tous âges, justement pour faire comprendre non seulement le développement du solaire, mais aussi la sobriété. C'est un mot qu'on n'a pas encore beaucoup entendu aujourd'hui, mais pour nous, la sobriété, c'est quand même le premier pilier de notre action. Bon, je vais m'arrêter là, et je vais donner la parole à notre première intervenante. Comment ? Ah, on commence à les vidéos, oui, j'oubliais. On commence par 2 vidéos. Alors, que je vous donne le titre de ces vidéos. Ce sont justement des exemples de réalisation citoyenne. La première, c'est Pleine Énergie Citoyenne, qui est une coopérative citoyenne dans le nord de la banlieue, au nord de Paris, à Épinay-sur-Seine en particulier. On va peut-être commencer par celle-là. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour la coopérative parce que nous inaugurons notre premier projet, notre première centrale solaire au-dessus des toits de l'école.
Donc on est hyper content parce que ça fait 3 ans qu'on travaille là-dessus, donc c'est l'aboutissement de tout ce travail. La centrale d'Épinay-sur-Seine, c'est 238 panneaux solaires, ça fait 400 mètres carrés. Et l'idée, c'est que ça permet de produire de l'énergie équivalent à une trentaine de foyers. Nos panneaux seront là pendant 30 ans, donc ça va être assez intéressant sur le long terme. Aujourd'hui, les collectivités ont des engagements forts par rapport à la lutte contre le réchauffement climatique. Nous avons des engagements également pour produire des énergies renouvelables. Il faut produire de l'énergie sur place, il faut rendre nos territoires plus résilients et c'est pour ça qu'il faut que l'on fasse appel aussi à l'énergie des citoyens pour pouvoir développer les énergies renouvelables. Il y avait plusieurs stands pour essayer par exemple en temps réel de voir la transformation de l'énergie pour transporter une pierre par exemple. On a aussi appris comment fonctionnait un panneau solaire, même si on en avait une vague idée, on a appris plus en détail. C'est énorme en fait de passer ces messages aux enfants sur l'énergie, sur la production d'énergie, leur faire prendre conscience de l'effort qu'il faut pour produire de l'électricité, de la lumière dans les habitations. On essaye de s'engager, d'engager les gens autour de la transition énergétique. On sensibilise les citoyens, les habitants évidemment, les enfants aussi aux questions de l'énergie. Je trouve que c'est une assez bonne initiative pour l'environnement vu l'état de la planète en ce moment. Pour les générations futures, c'est un super bon investissement. Je pense qu'il faut soutenir Pleine Énergie Citoyenne pour 2 raisons. Déjà, c'est la volonté et l'engagement de cette association-là. Dès l'instant qu'ils ont décidé de faire, ils font, ils vont jusqu'au bout des choses. Et nous, collectivités, on a besoin de faire cela, on a besoin de travailler avec une association comme la vôtre. Nous, on apporte la toiture, vous apportez le savoir-faire. Et je pense qu'avec l'ensemble des collectivités, on arrive à faire de très beaux projets comme celui d'Épinay-sur-Seine. Par montée, là, c'est ce qui a été produit déjà depuis que les panneaux ont été installés. Et ensuite, ça continuera sur le panneau qui est à l'entrée de l'école. C'est bon ? C'est pour la terre, pour qu'au moins on aurait fait quelque chose pour que ce soit mieux. En Ile-de-France, c'est une dizaine à une quinzaine de projets accompagnés par Énergie Partagée et tous soutenus par des collectivités locales. On a l'impression de faire avancer la transition énergétique et de donner notre petit coup de main. Alors, rejoignez des habitants qui sont mobilisés pour lutter contre le changement climatique, des habitants qui veulent produire une énergie renouvelable sur leur territoire et ensemble. Vous aussi, soutenez une coopérative près de chez vous ou lancez votre propre dynamique citoyenne. Voilà donc pour Pleine Énergie Citoyenne. Et nous avons une deuxième petite vidéo sur Solaris Civis dans les Bouches-du-Rhône. Notre volonté, c'était d'assurer la transition énergétique, rendre Vintabran indépendant au point de vue énergie. Je suis allé voir le maire de Vintabran, Claude Philippi, et je lui ai dit, Claude, il faut que ce soit un projet municipal et citoyen. Je ne souhaite pas qu'il y ait d'opérateurs photovoltaïques. Dès le début, en fait, c'est un groupe de citoyens qui participaient à une commission extra-municipale sur la question de l'environnement qui arrivait à convaincre la mairie de financer les études préalables pour voir si le projet était faisable. Le maire, à l'époque, Claude Philippi, a misé 160 000 €, parce qu'évidemment le collectif de citoyens était désargenté, pour lancer ces études préalables indispensables. Sans cet engagement du maire et sans cette mise de départ, c'est vrai que le projet n'aurait pas pu partir. C'était un pari et on l'a tenté. Énergie Partagée est présente dans ce projet depuis le début. C'était notre coach au point de vue projet participatif et citoyen. Et Énergie Partagée joue un rôle actif du coup depuis le début du projet comme conseil sur le montage de partenariats, sur l'écriture des statuts de la société de projet, sur également les choix techniques, le choix des prestataires, le choix des partenaires financiers. Aujourd'hui, Énergie Partagée a investi 450 000 €. Ça lui permet d'être de façon active dans la gouvernance aux côtés de la collectivité et du porteur du projet. Alors Enercoop, en partenariat avec la Compagnie nationale du Rhône, est acheteur de l'électricité de cette centrale photovoltaïque
la première 100% citoyenne de PACA. Le contrat d'achat Enercop prévoit le versement d'un bonus d'1 € par mégawattheure, soit une enveloppe d'environ 7 000 € par an, pour financer des actions qui serviront la transition énergétique sur le territoire. FNE préconise plutôt des installations en toiture sur des surfaces anthropisées. FNE accepte des parcs au sol, mais sous certaines conditions, et en particulier qui ait une attention très forte à l'environnement. Énergie Partagée a rédigé une charte spécifique pour la filière photovoltaïque au sol. Cette charte liste des critères de vigilance et d'exclusion, et notamment des bonnes pratiques. Évidemment, il faut développer les énergies renouvelables, mais ça doit forcément se faire en préservant les espaces agricoles, notamment nourriciers, et la biodiversité, notamment dans les espaces forestiers. Lors de l'étude d'impact, en fait, on a découvert une espèce protégée, l'Ophrys provincialis, l'orchidée de Provence. Donc après une réflexion, nous avons décidé de conserver l'Ophrys provincialis dans le parc. Il y avait ici une oliveraie qui était abandonnée, et cette oliveraie a été déplacée à un endroit plus favorable, a été remise en exploitation, et donc on a couplé le parc photovoltaïque à une opération de reconquête agricole. Ces parcelles vont permettre de mener à bien une agriculture biologique et AOP pour pouvoir faire de l'huile d'olive et aussi mener des ateliers pédagogiques pour sensibiliser aux conséquences du changement climatique sur des cultures pérennes. Le citoyen est l'avenir de l'énergie. Je crois fermement que le citoyen a un rôle majeur à jouer pour la production énergétique et que le bon niveau, c'est la commune. Il suffit d'une poignée de citoyens engagés, volontaires, bénévoles, pour conduire un tel projet. Nous étions 7 et en fait, nous avons réussi. Nous avons réussi à faire de notre rêve une réalité. Et ça, toutes les communes peuvent le faire. Donc voilà deux exemples de photovoltaïque, projet citoyen. Nous allons passer maintenant à un exemple dans le domaine de l'éolien avec Christelle Sauvage, qui est cofondatrice et présidente de la société citoyenne qui gère le parc qui s'appelle El Décrète, parc éolien dans le nord de la France. Elle a également travaillé avec l'association Négawatt et avec Enercop. En fait, vous avez seulement 4 personnes ici sur la table, comme ça. Mais ils ont, pour la plupart d'entre eux, plusieurs casquettes, et donc qui montrent la grande diversité des modes d'action en faveur des projets citoyens. Donc je laisse la parole à Christelle. Ça marche, merci. Merci de m'avoir invité ici. Merci Jean-Louis, merci à tous. Je suis assez émue d'être là parce qu'en fait, quand on est la tête dans le guidon et qu'on mène des projets citoyens, c'est très prégnant. Mais c'est bien de temps en temps de pouvoir faire un petit point et regarder derrière et en fait voir de qui et d'où on vient et l'héritage en fait que l'on récupère, notamment tous ces pionniers qui nous ont inspirés et qui ont su à un moment donné aussi mettre le petit coup de pouce, le petit coup de boost quand on se décourage, quand on a un peu un coup de mou et qui ont été là quand il faut. Donc là j'en vois déjà 2 au premier rang, Jean-Louis et Marc, voilà. Et voilà, donc je suis contente d'être là et de pouvoir le dire parce que sans les pionniers et sans ceux qui mettent un coup de pouce à un moment donné, on n'y arriverait pas. Donc voilà, alors comment ça s'est passé ? Notre petite coopérative créée en 2009 a commencé, comme vous avez pu le voir, par du PV sur une toiture d'école. Et c'est sympa parce que voilà, c'est pédagogique, on mobilise les parents, les enfants et on fait comprendre comment ça marche le solaire, etc. etc. Sauf que si on en reste là, on y arrive, hein, c'est quelques dizaines de milliers d'euros, on y va, c'est sympa. Mais si on veut faire la transition énergétique, le compte n'y est pas. Alors, la coopérative a évolué. On y a intégré, et ça je le dis, je le répète, ça a été évoqué tout à l'heure, mais la sobriété et l'efficacité.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre coopérative, c'est les 3/4 de ses activités, c'est la réduction des consommations, activité de bureau d'études. Il ne faut pas l'oublier. Ça, sans ça, on ne s'en sortira pas. Donc ensuite, on est passé à un grand toit, et puis ensuite encore un autre grand toit, et puis un jour l'éolien. Voilà. Et c'est là que on change d'échelle, en dizaines de milliers d'euros, centaines de milliers d'euros. Là, on attaque les millions. Enfin, on rajoute les zéros. C'est de plus en plus compliqué. Et en fait, il faut de plus en plus de monde, et il faut de plus en plus de compétences, de plus en plus de temps. Ah, ça, c'est pas la mienne. C'est pas la mienne non plus, je continue. Ah, alors je vais revenir en arrière peut-être. Oh, j'avais fait un beau dessin. Bon, et ben voilà. On l'a vu tout à l'heure pourtant. L'accès à l'électricité ne permet pas. Je sais pas, mais je suis désolée. Oh, c'est dommage. Oui, je l'ai vu. Voilà. Alors, nous sommes notre petite coopérative locale là-bas en haut à gauche. Et déjà pour commencer... Il faudrait parler dans le micro, peut-être. Pardon, pour que ça marche, pour que la mayonnaise prenne, ça a été évoqué dans les vidéos, il faut quand même de la ténacité, il faut un fil rouge. Et pour nous, le fil rouge, ça a été la collectivité et l'ADEME qui ont apporté un soutien et qui a nourri aussi avec de l'échange, de la rencontre. Et on a été très, très nourris aussi, il faut le dire, par des coopératives allemandes et belges qu'on rencontrait régulièrement et qui faisaient vraiment beaucoup de choses. Et ça a été vraiment très, très inspirant et très, très émotivant. Et quand on est arrivé dans le concret de ce parc éolien, on les a retrouvés. Ils ont répondu présent aussi sur les aspects techniques et financiers. Voilà, donc finalement, autour de ce parc éolien citoyen, finalement la poignée de citoyens locaux ne suffisait plus et ça a fédéré en fait au-delà. Et on a fait un projet qui a fédéré d'autres coopératives citoyennes. Donc vous voyez là, Courant d'air, Allons-en-Vent, une fondation, encore des nouvelles personnes, des entreprises. On s'est même amusé à dédier une éolienne à des enfants. Et le tout, évidemment, avec l'accompagnement et le soutien d'énergie partagée, mais qui sera expliqué tout à l'heure. Et voilà le montage en fait, auquel on arrive. Alors, aujourd'hui, les gens nous disent on ne comprend rien, c'est complexe, il y a du monde partout, vous êtes qui, les gens sont où ? Oui, c'est un petit peu ça, en fait. Ça foisonne, ça se démultiplie. Et comme vous voyez sur la carte énergie partagée, voilà, ça foisonne. Et aujourd'hui, c'est plusieurs centaines au niveau national de projets citoyens dans toute la France. Et ces centaines de projets, s'ils se fédèrent, s'ils se conjuguent, ils peuvent développer d'autres choses. Et le message, c'est aussi qu'il ne faut pas se censurer. Au départ, on démarre avec un petit toit au-dessus de l'école, on apprend, on s'essaye, on s'exerce. Et puis on peut faire plus grand, on peut faire plus grand. Et en ce moment, on a en chantier un parc de 12 MW crête au sol en Lorraine. Et aujourd'hui même, on signe un partenariat avec un développeur éolien pour un parc éolien en Lorraine. Et voilà. Donc là, on sent petit à petit une montée en compétences, une montée en appétence aussi pour ce sujet de l'énergie. Et alors, ce qui nous tient à cœur aussi, c'est de dire que ces collectifs et ces citoyens qui s'impliquent, qui s'investissent, c'est de les inviter aussi à réfléchir et faire un zoom arrière juste par rapport au projet dans lequel ils s'impliquent et de réfléchir transition. Parce que pourquoi on fait ça ? On fait ça pour la transition énergétique, la vraie, celle avec un grand T, celle qui va nous faire rentrer dans une société plus sobre, plus efficace. Et je ne crois pas que la société de demain s'en sortira avec plein de photovoltaïques partout et plein de smartphones et de voitures électriques et plein de batteries. Je ne crois pas. Mais l'acculturation des citoyens dans ces projets-là fait prendre conscience, fait toucher du doigt de la difficulté, le temps nécessaire à mettre en œuvre tout ça, et qu'il va falloir changer de modèle, changer de société. Et c'est bien ça qu'on veut porter, au-delà simplement de mettre des panneaux un petit peu partout d'où on peut. Et dans le sens de l'action, je voulais aussi rappeler, ça a été cité ce matin, mais je voulais finir sur quand même l'idée qui a été défendue beaucoup par Hermann Scher, qui a démontré, plaidé, et j'ai la chance de suivre des conférences et lire son livre.
n'y a qu'une société solaire qui est une société démocratique, en fait. Et ça, je trouve que c'est fondamentalement important de le penser, et surtout quand on sait les tensions et les conflits liés à l'énergie. Voilà, la société solaire, c'est la société de demain. Alors solaire avec un grand S, on l'a bien vu ce matin, c'est l'énergie solaire qui porte aussi l'éolien, etc., etc. Mais voilà, c'est témoignage de ces dynamiques citoyennes et de ce grand zoom arrière qu'on peut faire à partir d'une petite casquette solaire sur une école, tout ce que cela entraîne et tout ce que cela génère de réflexion et de transition derrière. Merci Christelle. Est-ce qu'il y aurait une ou deux questions sur la présentation de ce parc éolien ? Oui. Non, ce qui est intéressant dans votre démarche, c'est quel est le temps quand vous commencez à planter une petite graine au niveau local pour commencer à générer tout ce mouvement d'intérêt, parce que faire cette grappe d'intérêt que l'on voit là, ça prend combien de temps ? C'est très long, parce que la création de la coopérative énergique, c'est 2009, mais en fait, la création de la coopérative, c'était déjà issu d'une réflexion à l'échelle territoriale, dans une communauté de communes, sur il y a des biens communs, l'eau, le soleil, le vent, ça appartient aux habitants des territoires, c'est une ressource, une richesse. Comment l'exploiter nous-mêmes, comment répondre à nos besoins avec ces richesses-là. Et là, je pense que la réflexion, c'était déjà 5 ans avant. Et on a eu le premier programme de réflexion sur comment investir dans les énergies renouvelables dans nos territoires, donc avec le soutien de l'ADEME, en 2008. C'est une rencontre d'ailleurs d'un collectif belge qui m'a emmené rencontrer Jean-Louis Bal. J'ai dit, mais t'es pas un peu dingue, on va pas aller voir Jean-Louis Bal. Il me fait, monsieur. Et voilà, premier financement en 2008. Et voilà, oui, c'est un petit peu long. Mais bon, il faudra accélérer, je suis d'accord. Merci bien. Nous allons maintenant passer à un panorama plus général d'un ensemble des projets citoyens d'énergie renouvelable avec Mélodie Delépine, qui est coprésidente justement de l'association Énergie Partagée, dont on a déjà parlé, et qui est également responsable de la recherche et de l'innovation dans le domaine du photovoltaïque à l'Institut Becquerel, et qui a longtemps travaillé pour l'association ESPUL. Donc comme je vous le disais, je trouve ce mélange assez intéressant entre les personnes qui travaillent à la fois dans le monde associatif, mais aussi dans le monde de la recherche, voire dans le monde de l'industrie. Donc Mélodie, si tu veux bien. Merci beaucoup. Avant que je démarre, je voudrais juste saluer tous les membres actifs des groupes citoyennes qui sont présents dans la salle aujourd'hui, parce que vous êtes nombreux, mais aussi Daniel me dit énormément d'inscriptions qui nous suivent à distance, et je pense que c'est un très bel témoignage de l'intérêt qu'on peut porter en tant que citoyen à l'historique du solaire et au futur du solaire. Et c'est vraiment à partir des investissements individuels qu'on arrive aujourd'hui. Alors, énergie partagée, je vais vous parler du mouvement énergie partagée qui date un petit peu maintenant. Les initiateurs de ce mouvement, vous en avez 3 sur le demi-douzaine dans la salle aujourd'hui. Donc, Christelle, qui a déjà commencé à faire mon travail à la tribune ici, mais aussi Marc Jedliska, que vous avez vu ce matin, et Jean-Louis Bal, qui a apporté les premiers cofinancements pour le travail. Les prémices d'énergie partagée, c'est quand même la première installation photovoltaïque raccordée au réseau que Marc a montée en 91, qui a été le fruit d'un investissement collaboratif qui tourne encore. Et je vous invite vraiment à aller voir l'historique de cette installation sur le site web de l'association ESPUL. La rencontre de tous ces différents acteurs a fait fédérer un mouvement de personnes qui avaient envie à ce que les citoyens aient un mot à dire dans le futur énergétique en France. Que ces citoyens puissent démontrer qu'ils étaient capables de mener à bien des projets de production renouvelable et pas que à petite échelle. Donc on a, à travers différents programmes de recherche, de collaboration, je me souviens d'une première rencontre avec un des premiers chercheurs justement de Fraunhofer, Klaus Adler, qui nous a montré le travail qui se faisait dans les écoles allemandes sur l'investissement solaire aussi.
Tout ça a mené à la création du mouvement énergie partagée. Alors, le mouvement énergie partagée aujourd'hui, c'est une association qui remplit plusieurs fonctionnalités, l'accompagnement au plaidoyer pour l'énergie citoyenne, la création d'outils techniques pour l'émergence et l'accompagnement de projets, l'animation en propre de 3 des 13 réseaux régionaux d'animation d'énergie et investissement citoyenne, mais aussi un lien sur la communication et la promotion de l'outil d'investissement énergie partagée. L'outil d'investissement énergie partagée est un outil d'investissement qui permet d'apporter du capital aux projets citoyens, soit en initiateur de projet, ou soit en arrivant en soutien des groupes citoyens ou en collaboration avec des collectivités territoriales. Aujourd'hui, c'est 35 millions d'euros de capital, donc ce n'est pas un petit mouvement. Plus de 100 projets financés, plus de 7500 actionnaires individus, plus quelques institutionnels, avec le premier versement de dividendes qui a été annoncé il y a quelques jours. Et quand on intègre une revalorisation de l'action, on arrive aux objectifs initiaux qui étaient de pouvoir proposer un placement à 4% sur 10 ans pour les premiers investisseurs. Et je pense que c'est un témoignage de la solidité de l'investissement et de l'effort qu'ont fait toutes les personnes qui ont travaillé sur cette idée d'investissement citoyen dans les énergies renouvelables. Je ne vais pas parler beaucoup plus longtemps parce que je pense que les projets sont beaucoup plus intéressants que les acteurs institutionnels, mais je voudrais quand même vous encourager à avoir, si vous avez envie, si vous avez les moyens, si vous avez le temps, de voir comment vous aussi, vous pouvez être partie prenante dans les investissements, dans les projets. C'est très bien d'investir dans les outils, d'accompagner le développement, mais à la fin de la journée, ce qu'on veut voir, c'est les kilowattheures. Pour voir les kilowattheures, il faut qu'il y ait des gens qui investissent et qui développent et qui réalisent et qui exploitent les projets. Vous pouvez faire ça soit en vous impliquant dans les groupes citoyens, soit en plaçant votre argent en énergie partagée. Et vous trouverez toutes les informations sur le site web. Vous avez aussi, si vous êtes intéressé par l'initiation d'un projet, la carte des animateurs des réseaux régionaux. Donc, peu importe où vous êtes en France, vous pouvez trouver quelqu'un dans votre région qui peut épauler vos projets et votre acquisition de savoir et compétences là-dessus. Merci bien, Mélodie. C'est bientôt Noël, donc vous pouvez offrir à vos enfants ou vous-même ou vos petits-enfants des parts sociales d'énergie partagée. C'est un excellent cadeau de Noël. Est-ce qu'il y aurait des questions sur la présentation d'énergie partagée ? Il y a combien de projets citoyens à peu près ? On a 322 labellisés, un grand nombre qui ne sont pas labellisés. Alors, c'est important. Oui, et la proportion entre éolien et PV ? Alors, la grande majorité, c'est des projets solaires parce qu'ils sont beaucoup plus abordables et ils demandent aussi beaucoup moins de temps pour arriver à maturation. Mais donc, il y a plus de 300 projets labellisés. Labellisés, ça veut dire qu'ils remplissent le cahier des charges de la charte énergie partagée qui est très, très exigeant en termes de gouvernance, en termes de respect de toute la chaîne de valeur d'investissement dans le projet. On a beaucoup d'autres projets qui n'ont pas demandé d'être labellisés, mais qui ont envie de tendre vers cet objectif de qualité et de gouvernance citoyen. Donc, on n'est pas loin. On a quand même un objectif à relativement court terme d'aboutir à 1000 projets et on aimerait bien, si je ne me trompe pas, arriver à 15%, c'est-à-dire un projet par EPCI en France. Donc on a quand même des ambitions. Des ambitions conseils sont soutenues par non seulement les adhérents et les investisseurs, mais aussi par les institutions qui croient aussi qu'on est capable d'arriver à ça. D'accord, merci. Et on nous dit à la chaleur. Ah, il y a une question au fond, oui.
Oui, pardonnez-moi, j'ai peut-être mal entendu, mais je suis un peu perplexe. Quelle est exactement la position d'Énergie Partagée? C'est un investisseur, un conseil, une association, c'est un outil juridique, et si c'est une association, d'où viennent ces ressources au début? C'est une excellente question et c'est pour ça que je vous ai parlé du mouvement Énergie Partagée. Énergie Partagée, en fait, c'est une demi-douzaine de différentes structures. Une association qui a une vocation d'accompagnement à l'émergence de projets et l'outillage des groupes citoyens. Donc cette association, elle est financée à travers du soutien de l'ADEME sur un projet sur un contrat de projet, sur des objectifs très spécifiques. Il est aussi soutenu par l'adhésion, par des mécénats et sur une petite part de prestations dans les formations, des éléments comme ça. Ça, c'est l'association. Il y a un outil d'investissement qui est le fonds qui permet d'investir dans les projets. Et il y a une structure qui fait bureau d'études pour aider à l'émergence de projets et l'accompagnement technique en amont des projets. Donc il y a plusieurs différentes entités qui sont fédérées au sein de ce mouvement. Ils ont un outil juridique. Oui, alors c'est les commandes. Il y a l'accompagnement juridique. Il y a un accompagnement juridique qui va avec. Et derrière Énergie Partagée, il y a beaucoup de structures que vous connaissez qui sont membres et qui investissent du temps, que ce soit l'association ESPUL, que ce soit ENERCOP, que ce soit l'ANEF, l'organisme financier. Donc il y a des organisations qui soutiennent et qui participent activement. Et si je parle au nom de Sud Paris Soleil, c'est clair que s'il n'y avait pas eu Énergie Partagée, on ne se serait pas lancé dans l'aventure. Donc maintenant, nous allons passer à notre troisième intervenant, qui est Gérard Moine, qui est cofondateur des centrales villageoises du pays mormantais. Donc on parcourt là un autre groupement de projets citoyens, les centrales villageoises, qui sont actives essentiellement dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, et puis qui a fondé la coopérative SolarCop, qui accompagne les particuliers qui veulent s'équiper personnellement en panneaux solaires. Et il est également, troisième casquette, président de Solaire sans frontières. Ça, c'est plutôt pour la table suivante. Voilà, je vais lui laisser la parole. Oui, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité justement pour présenter différentes initiatives dans le domaine du solaire. D'abord, pourquoi je suis dans le solaire? Il faut dire, il y a exactement 50 ans, j'étais coopérant en Afrique, au Cameroun. Et là, j'ai vraiment pris conscience qu'il y avait des pays qui étaient très ensoleillés et qui étaient beaucoup dépourvus d'électricité. J'ai dit, mais là, le photovoltaïque a son rôle à jouer. Pour ça, rentrer en France, j'ai dit, à tout prix, il faut que je rentre dans cette filière. J'ai réussi à rentrer dans cette filière photovoltaïque. J'ai fait donc toute ma carrière dans le domaine du photovoltaïque. Il y a 10 ans, je suis théoriquement à la retraite, mais je n'ai pas pu m'arrêter parce que le domaine est tellement passionnant, je dis, il y a encore des choses à faire. Donc, à titre bénévole, on a constitué avec une équipe Solaire sans frontières parce que justement on s'aperçoit que la transition énergétique ne se limite pas à notre territoire mais doit concerner l'ensemble des pays. Et Dieu sait s'il y a des besoins en Afrique qui sont, en grande partie, il y en a qui n'ont pas encore l'électricité, d'autres qui ont l'électricité mais à des coûts très élevés. Donc là, Solaire sans frontières intervient essentiellement pour accompagner des projets également dans le domaine de la formation. Pour info, on a 2 bénévoles actuellement à Madagascar qui sont sur des projets. Ensuite, au niveau, disons, collectif, au niveau local, eh bien, j'ai participé à la création de ce qu'on appelle des centrales villageoises. Donc, sur mon territoire, c'est le pays mornantais. Alors, qu'est-ce que c'est que centrales villageoises? Eh bien, ce sont des structures coopératives de citoyens qui s'organisent pour investir dans des projets collectifs dans l'énergie renouvelable et plus particulièrement dans le domaine du photovoltaïque. Parce qu'il est vrai que jusqu'à présent, eh bien, disons, la production d'énergie était, disons, décidée par l'État, par le gouvernement, et, disons, les citoyens n'avaient pas leur mot à dire. Et justement, avec l'arrivée, disons, des énergies renouvelables, qui par définition, ce sont des énergies décentralisées, là, on a dit, les citoyens, ils ont peut-être leur rôle à jouer pour décider de la production d'énergie. Donc, ces centrales villageoises qui se mettent au niveau d'un territoire, typiquement communauté de communes,
c'est un ensemble de citoyens qui regroupe également aussi des collectivités locales ou des sociétés, des entreprises, pour justement investir dans des projets, disons, en louant des toitures, généralement soit publiques, soit privées, pour ensuite revendre l'électricité sur le réseau. Donc typiquement, c'était le modèle économique qui a été développé il y a quelques années, puisque ça a démarré dans les années 2010, essentiellement sur la région Rhône-Alpes, et puis ça s'est développé petit à petit. Donc dans le domaine de la vente, disons, totale d'électricité, parce que le modèle économique le permettait. Maintenant, au fur et à mesure du développement des activités, on s'aperçoit que la vente totale n'est pas forcément intéressante au niveau modèle économique, compte tenu des baisses des prix d'achat d'électricité. Donc maintenant, la plupart, disons, des projets s'orientent essentiellement vers l'autoconsommation collective, qui permet justement de regrouper au niveau d'un territoire des producteurs et des consommateurs avec une clé de répartition pour la vente d'électricité. Voilà, je dirais, dans le type actuellement de modèle. Alors, les caractéristiques des centrales villageoises, eh bien, justement, donc sont bâties autour d'un certain nombre de valeurs. D'une part, c'est une gouvernance coopérative, typiquement, donc, gouvernance citoyenne, avec mutualisation, justement, des outils qui sont mis en place. Et il faut savoir qu'actuellement, il y a à peu près 66, je dirais, centrales villageoises au niveau du territoire français, essentiellement le sud-est et le Bretagne et nord-est de la France. Ça représente 475 projets photovoltaïques de 9 kW à plusieurs centaines de kilowatts. Et il y a plus de 7000 actionnaires et ça représente à peu près 15 millions d'euros d'investis, je dirais, dans ces projets citoyens. Donc les centrales villageoises font partie également du mouvement énergie partagée que vous a présenté Mélodie. On s'est aperçu également que les citoyens qui investissaient, je dirais collectivement, ils venaient nous voir en disant « c'est bien beau, on investit collectivement, mais nous, on aimerait également faire notre part en tant qu'individu. Donc on voudrait mettre du solaire sur notre habitation. » Et on a dit les centrales villageoises n'étaient pas, disons, adaptées pour accompagner les citoyens. Donc on a créé il y a 2 ans une coopérative qui s'appelle SolarCoop pour pouvoir justement accompagner les citoyens. Alors pourquoi SolarCoop ? Eh bien justement, on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de Français qui souhaitaient produire localement leur énergie et consommer en circuit court. Mais on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup qui n'osaient pas franchir le pas par mauvaise information ou méfiance vis-à-vis de certains acteurs. Vous apercevez que ça se développe encore de plus en plus. Pourquoi ? Parce qu'il y a des entreprises qui sont plutôt malveillantes, qui cherchent qu'une chose, c'est arnaquer les particuliers, et on a toujours des exemples. Donc on a dit, mais si ça continue comme ça, les particuliers vont être dégoûtés de faire du solaire, on va donner une mauvaise image de solaire. Il faut qu'on puisse montrer qu'on peut faire du solaire d'une autre manière, avec une certaine éthique. Donc c'est ce qui nous a aidés, et disons suggéré de créer une coopérative, donc en 2021, pour accompagner les particuliers dans leurs projets photovoltaïques individuels, donc dans une démarche honnête et citoyenne. Donc en 2021, un certain nombre, disons, d'acteurs se sont regroupés, des bénévoles déjà impliqués dans des structures citoyennes, notamment des centrales villageoises, mais pas que, également des professionnels du solaire photovoltaïque qui souhaitaient aussi faire une autre approche. Donc au total, on est 22 associés parmi les fondateurs pour créer cette coopérative. Avec l'objectif, ce n'est pas le profit qui guide nos décisions, mais bien l'intérêt collectif, disons, et durable. Alors quel est le principe ? D'abord, c'est accompagner, disons, les particuliers pour la mise en œuvre de projets photovoltaïques sur leur toiture, typiquement de 3 à 9 kW crête. Alors le principe, quel est-il ? Eh bien, les particuliers qui nous contactent ont fait une étude technico-économique gratuite
qui est effectué à distance. On récupère, je dirais, les données de consommation des utilisateurs et ensuite, en identifiant leur habitation, on a un logiciel qui permet de calculer la production du solaire en fonction de l'orientation ou de l'inclinaison de la toiture et on compare cette production avec la consommation pour estimer la part d'autoconsommation et la part de surplus qui peut être revendue au réseau. Donc, on fait une petite étude à la fois technique, économique, environnementale, et on remet aux particuliers cette étude avec toutes les données pour pouvoir qu'il puisse faire son choix. Et si le particulier est intéressé à poursuivre, on va le mettre en relation avec un installateur du réseau SolarCop qui, lui, va venir faire une visite sur site pour voir justement les caractéristiques de l'habitation. Et c'est lui qui va faire le devis à l'euro près dans la fourchette de prix qu'on aura indiqué dans l'étude. Et puis également, donc, on accompagne le particulier pour toutes les démarches administratives, que ce soit en mairie ou auprès d'Enedis. Alors, quel est l'intérêt de l'accompagnement pour le particulier? Eh bien, le particulier, cette fois, il a un interlocuteur de confiance, parce qu'on n'est pas là pour vendre à tout prix, on est là d'abord pour conseiller. C'est un accompagnement gratuit, donc ça n'engage pas tout de suite. Et puis, il a la garantie d'avoir un installateur sérieux, parce que tous nos installateurs, on en a plus d'une centaine sur le territoire français, on les a sélectionnés en fonction d'un certain nombre de critères, leurs compétences, leurs références, les assurances, très important, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait des installateurs qui étaient mal assurés pour le produit qu'ils posaient, pour la qualité du matériel et pour le niveau de prix. Il faut savoir, pour même puissance d'installation, on a pratiquement des prix du simple au double. Donc ça, c'est important que les particuliers le sachent. Et pour les installateurs, c'est intéressant parce qu'il y a une bonne image véhiculée par SolarCop. Ça constitue un apport régulier en chiffre d'affaires, des contacts qui sont qualifiés. Sur tous les clients qu'on envoie, il y en a 9 sur 10 qui signent parce qu'ils ont déjà été préparés. Et puis, ils ont l'absence des démarches administratives. Et puis, ils adhèrent à un réseau partenaire de SolarCop qu'on souhaite fédérer. Malheureusement, pour ceux qui n'ont pas le budget, on propose une autre solution. Ce sont la fourniture de kits photovoltaïques installés soi-même, donc de 1 à 4 panneaux, parce que ça permet au moins de répondre à certains. Soit ils n'ont pas le financement, soit ils n'ont pas la toiture, et on souhaite que tout le monde participe à la transition énergétique à son niveau. Donc, l'intérêt des kits, c'est la sensibilisation à la démarche négawatt, parce que les gens prennent conscience, quand ils produisent l'énergie, comment ils consomment. Donc, il y a déjà un effet, disons, positif. Et c'est un investissement réduit et rentable. C'est une solution simple à mettre en œuvre. Et puis, les démarches sont administratives, sont très simplifiées. C'est ce qu'on appelle les kits plug and play, qui est accessible à la portée de tous. Voilà, écoutez, je vous remercie. Merci Gérard. Est-ce qu'il y aurait des questions sur ces activités de SolarCop, donc destinées aux particuliers qui veulent s'équiper? C'est quelque chose que nous-mêmes, on est en train d'étudier ça, justement, parce toutes les coopératives sont assaillies de questions de particuliers sur cette question. Donc c'est vraiment un point. Depuis que l'arrêté d'octobre 21, c'est vrai que la donne a complètement changé et on a beaucoup de demandes de ce côté-là. Voilà, je vais maintenant passer sauf s'il y a des questions, non? Non. Je vais donc maintenant passer la parole à notre ami suisse, Gallus Cadonneau, qui est le fondateur de l'Agence solaire suisse. Il a créé plusieurs fondations pour la défense de l'environnement. Et point intéressant, il défend non seulement le photovoltaïque, l'équipement de photovoltaïque, mais surtout l'isolation thermique des bâtiments. Et en gros, son credo, c'est on ne pose pas de panneaux sur une passoire thermique. Et on s'occupe d'abord de l'isolation avant de poser des panneaux. Donc je vais lui laisser la parole là. Merci, madame. Oui, j'essaie.
Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas eu le temps de montrer, donc comme ça aussi un vidéo de Norman Foster. Là, vous pouvez voir ça sur le site. Et ici, j'essaie de prendre seulement 3 slides que je vais déclarer. Donc, on lutte pour les bâtiments à énergie positive. Bâtiments à énergie positive sont gérant plus d'énergie solaire qu'ils en consomment pendant l'année. Donc, vous pouvez montrer cette... Pardon? Oui? Oui, j'ai envoyé ça. Vous n'avez pas? Donc, j'ai environ 100 pages là que vous pouvez utiliser. Si ça ne marche pas, donc vous pouvez t'asseoir chez vous. Alors, je montre comme ça. La première chose, c'est un bâtiment de 1700. Ça, c'est un bâtiment de 1765, donc 4 ans avant la naissance de Napoléon, consommait 200 000 kWh. Après l'assainissement, consomme pour 2 familles encore 13 000. Mais la production est de 90 000. Avec la surposition, vous pouvez conduire avec 50 voitures électriques. Donc, utiliser les bâtiments, pas seulement pour l'énergie dans les bâtiments, mais aussi pour tout le trafic. Ça, c'est le principe. Deuxième slide que j'ai pensé qu'on pourrait montrer ici, mais si ce n'est pas comme ça, vous voyez ça, c'est la page 2 de cette publication. Ça, c'est une maison construite en 1974, consommait 150 000 kWh, après l'assainissement en 25. Donc, vous voyez, on peut presque... je pense pendant tout le temps, on peut éliminer 80% des pertes. Ça, c'est la moyenne. Éliminer 80% des pertes, ça sont surtout énergie fossile nucléaire. Éliminez ça, et alors on consomme pour cette maison de cette famille, la consommation est 25 000 kWh au lieu de 140 000. Mais maintenant, si on a besoin de seulement 25 000, qu'est-ce qu'on fait avec le surplus d'énergie? Le surplus d'énergie est environ 50 000 kWh, la production est 78 et on a besoin de 25 000. Qu'est-ce qu'on fait avec le surplus? Le surplus, pour cet appartement, ça donnerait 4 voitures électriques par appartement, dont appartement des ouvriers avec 5 voitures, ça ne fait pas de sens. Comme ça, on dit, on prend 2 voitures électriques pour chaque appartement. Si on fait ça, on a encore un surplus d'énergie. Et le surplus d'énergie, vous utilisez pour l'énergie pendant la nuit et pendant l'hiver. Donc, avec pompage turbinage, vous avez sur toute l'année, vous avez assez d'énergie solaire et assez d'énergie pour toute l'année. Évidemment, éliminer les pertes de 80%, ce sont des énergies donc, pour Poutine et les autres démocrates dans les autres pays. Pour finir, donc ça c'est le principe, pour finir il faut regarder la dernière page et là il faut dire mettez en marche aux armes citoyens ou bien mettez en marche votre machine de la législation. Je lis seulement une seule phrase. On a gagné l'année passée une votation dans l'Assemblée nationale et là ça s'appelle il faut prendre des mesures destinées à réduire les 80% des pertes énergétiques dans le secteur des bâtiments et utiliser l'énergie solaire des toits et des façades. Avec ça, vous n'avez plus de problème énergétique. Donc, alors, allez aux armes citoyens ou bien à l'Assemblée nationale, mais ça, on peut faire dans toutes les régions. Merci. Merci. Si tu veux répondre à des questions. Ah oui, il y a peut-être des questions? Ce qui est intéressant, c'est que cette opération s'est menée sur un grand nombre de maisons. Je ne sais pas combien de bâtiments ont été comme ça, équipés de systèmes d'isolation. Tous les bâtiments sont maintenant mieux isolés, mais des bâtiments énergie positive, oui, on a des bâtiments positifs jusqu'à 800%. Ça, il n'y a pas beaucoup, mais tout, dans chaque canton, on a 26 cantons. 25 cantons de la Suisse ont déjà environ 10 appartements, bâtiments énergie positive. Et encore une chose importante, il faut mesurer. Donc, tous ces chiffres qu'on montre sont mesurés et confirmés par le réseau local. Donc il y a une évaluation. Oui. Merci. Oui. Il y a une question. Ah, il y a une question.
Oui, bon. Oui, bonjour, Vincent Poisat de la coopérative Enercop. Quel est votre retour sur investissement moyenne en nombre d'années sur chacun de ces projets? Il y a deux questions. Pour chaque bâtiment J positif, aujourd'hui, on pense qu'il faut utiliser environ 5% plus d'investissement. Parce que ça veut dire tous les vieux formations, donc pour les toits, les tuiles, toutes ces choses, ça, il faut enlever quand on fait la calculation. Donc, si on prend seulement le photovoltaïque, isolé et photovoltaïque, ça fait en moyenne, évidemment maintenant 5%. Et si on regarde national, on a fait la calculation, donc 2,5 milliards d'euros de francs suisses par an. On peut chaque année faire des assainissements avec 85% des bâtiments. La France, on peut dire fois 10. Alors, 24 ans, 25 ans, vous n'aurez plus besoin d'importer de l'énergie fossile ou nucléaire ou rien, vous pouvez. Et c'est chacun qui peut faire ça soi-même. Et c'est même entre 6 et 9 ans, c'est rentable. Parce que vous attaquez, dans votre bataille, vous attaquez des deux côtés. Un côté, ça c'est la production des photovoltaïques, évidemment, et l'autre, c'est réduire toutes les pertes, réduire les 80 des pertes. Ça c'est l'économie, ça c'est le capitalisme pur. Merci, c'était très bon. Je voulais juste signaler que sur le site du colloque, vous pourrez trouver d'autres vidéos. Ah, il y a une autre question? Oui. Ah oui, il y a une question là-bas. Oui, bonjour. Je voulais savoir qui finance ces rénovations. J'ai pas... Qui finance ces rénovations? Pardon? Qui finance? Ah, ça c'est évidemment chacun reçoit 30% pour le photovoltaïque. Et maintenant, ils n'ont pas vu, je pense, dans les bonnes têtes de la Confédération, n'ont pas vu qu'il y a les citoyens qui font des bâtiments G positifs et aussi pour ces bâtiments, on reçoit seulement 30% des subventions ou de promouvoir. Mais ils veulent maintenant faire des installations solaires dans les Alpes et là, seulement pour produire 10% de tout ça, il veut payer 60%. Mais là, on a changé la loi, donc il faut, le Conseil fédéral est obligé à faire des bâtiments G positifs, mais il faut montrer qu'il faut aller dans la bonne direction et pas en arrière. Mais en tout, si on prend pour toute la nation, ça peut être 2,5 milliards d'euros pour la Suisse. Donc, et après 6 jusqu'à 9 ans, vous recevez tout en arrière. Le retour sur investissement. Ouais. Merci pour le mot. Donc merci Gallus. Et je voudrais juste vous signaler que sur le site du colloque, vous trouverez des vidéos complémentaires sur des projets citoyens. Il y en a une sur Sud Paris Soleil, une sur Sol Air Côte de Lumière. Et vous trouverez une troisième vidéo qui concerne Gallus, qui est celle du prix Norman Foster, qui est un architecte britannique très impliqué justement dans la construction des bâtiments à énergie positive et qui est lié à l'Agence solaire suisse. Voilà, donc ces 3 vidéos. Et je pense pour d'autres sessions, c'est la même chose. Vous trouverez des vidéos complémentaires sur le site du colloque. Voilà, il me reste à remercier les participants à la table ronde.